début, j'avais une crainte envers mes aidants, parce que c'était quelqu'un qui était très investi sur l'exploitation, dans le monde extérieur. Et puis en fait, c'est là que ça a sûrement été le plus simple, parce que en fait, c'est des gens très, très sympathiques, très ouverts d'esprit, très compréhensifs, et ça a été du bonheur. Par contre, c'est vrai que pour trouver sa place au sein d'Agaïc, eh ben, c'est pas si facile qu'on ne croit. C'est même très compliqué. Surtout envers les gens extérieurs, les représentants, les voisins, enfin, c'est... Les gens, quand ils viennent ici, au début, c'était il est où le chef, quoi. Alors, ça fait un peu bizarre, et puis après, oui, même encore aujourd'hui, et même que ça va faire 1 an, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à venir et puis à avoir une vraie discussion de professionnel à professionnel. C'est vrai qu'au début, c'est un peu dur quand même, quoi. Puis même encore aujourd'hui, c'est vrai que c'est dur. Puis bon, je pense que ça doit être aussi pas évident pour mes associés de libérer un peu les responsabilités sur les ateliers. Voilà, mais bon, je pense que voilà, il faut du temps. Paris, c'est pas fait en un jour, et avec le temps, ça ira sûrement mieux. Ouais, du coup, on a créé un bureau au-dessus de la salle de traite, un bureau cuisine où on déjeune ensemble tous les matins. Donc c'est là le gros moment qu'on a nous pour échanger. On fonctionne avec un calendrier et un tableau pour marquer les absences, pour marquer le travail qu'il y a à faire, pour marquer un peu toutes les infos. Et puis on a un deuxième bureau où on a l'habitude de laisser un peu le courrier pour que chacun puisse voir, quand il passe dans la journée, pour voir les factures, pour voir le courrier, quoi. Et puis sinon, c'est vrai que tout au long de la journée, il y a quand même une bonne relation, donc on échange beaucoup. Quand on travaille ensemble, on échange quand même beaucoup, quoi. La première année d'installation, elle s'est passée un peu dans la continuité de l'organisation que j'avais jusqu'avant, parce que finalement, il n'y a pas eu de changement majeur dans l'organisation du travail suite à mon installation. C'était simplement, c'était plus qu'il y a une reprise, un rachat de parts. Donc il n'y a pas eu de changement majeur en fait, en tout cas en termes de travail. Aujourd'hui, les grandes décisions, c'est quand même moi qui va les prendre. Après, j'ai toujours une relation avec mon père, surtout avec mon père et encore un peu avec mon oncle, pour discuter. Voilà, hein, quand on fait un investissement, moi j'aime toujours bien avoir leur avis. Pour avoir... C'est très intéressant en fait, d'avoir l'antériorité, d'avoir l'historique. J'ai la chance d'avoir presque sur place mon grand-père, mon père et mon oncle. Donc à peu près, on va dire, 70 ans d'historique de météo, de vignes, de contexte commercial et tout ça. Et ça, c'est vraiment riche, très riche, ça. Une grande richesse. Ça n'a pas tellement changé puisque j'étais salarié. Philippe était encore dans le GAEC et du jour au lendemain, il y a eu la transition, Philippe est resté faire les moissons, continue à travailler pour que ça se passe correctement. Moi je faisais le même boulot, j'ai repris petit à petit, ma tante faisait la comptabilité, j'ai repris, on s'est donné 6 mois, 1 an pour se passer le flambeau. Il n'y a pas eu de choc à l'installation, on se retrouve, on travaille en bonne entente, je dis pas que c'est tout rose tous les jours, mais on est sur la même longueur d'onde. Et on travaille pour la famille, je pense. On a les mêmes buts, disons. Ça se fait au jour le jour, on en discute si on a un désaccord. Après, pour les choses du quotidien, chacun prend la décision pour le groupe, quoi. Tout le monde fait tout par rapport à la conduite du matériel. Après, papa n'a pas choisi de partir dans la comptabilité parce que jamais fait. Puis voilà, c'est moi qui reprends aussi quelque part, donc, et qui vais continuer derrière. Donc c'est moi qui fais cet aspect-là. Après, on partage à peu près tout. On fait ce qu'on sait faire, voilà. Après, on va chercher la connaissance si on ne sait pas et si on veut aller faire autre chose. Là où on peut se faire piéger, peut-être, c'est en termes de main-d'œuvre. Des fois, c'est chaud de tout suivre. Bon, j'ai la chance que Philippe travaille encore partiellement sur le GAEC, donc ça nous aide beaucoup quand même.
Concernant l'organisation, je suis parti du principe que c'est pas parce que j'étais jeune que j'allais tout révolutionner du jour au lendemain. Donc voilà, il y a une structure qui fonctionne. Je pense qu'il faut, enfin moi pour ma part, j'essaie déjà de comprendre le fonctionnement exact du GAEC, malgré que c'est une structure que je connais depuis toujours. Pour l'instant, au niveau de la prise de décision, on a prévu de faire un bureau pour vraiment essayer de provoquer un rendez-vous commun le matin pour savoir comment est-ce qu'on organise la journée. Parce que généralement, nous, on a des vaches laitières. On s'occupe déjà de l'élevage, donc tôt le matin. Et ensuite, dans les alentours de 8h30, 9h, notre réunion commune du matin, c'est le café. On prend le temps de boire le café, c'est quelque chose d'important pour nous et on discute, c'est ce qui nous permet de la journée ou les jours à venir, mais ça je pense qu'on va essayer de maintenir ça, même si on fait un bureau, même si on va essayer de vraiment maintenir ce côté quotidien d'organisation. Quand il s'est installé, on a défini chacun nos tâches. Et puis après, on fait comme avant, toujours un week-end sur deux, en commençant le samedi à midi, à part quand il y a un gros coup de bourre. Mais autrement, puis il faut dire qu'il venait déjà de nous donner la main. Donc, on a toujours notre petite coutume, comme une fois qu'on a fait tout ce qui est vache, veau, tout ça, on boit le café ensemble pour parler de notre journée. Je dirais que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de gros changements par rapport aux prévisions qu'on pouvait avoir. Bon, il y a quand même un gros changement, c'est que pour nous la récolte en viticulture sur le domaine, la récolte 2016 a été très très faible en termes de rendement. On a eu un épisode de gel au mois d'avril. Donc je sais que cette année je viens de récolter 30% d'une récolte normale. Donc il y aura certainement des ajustements, bon pas tout de suite parce que c'est des produits nous qu'on commercialise après un an et demi, mais je sais que d'ici en 2017 ou 2018 il y aura certainement, on sera certainement un petit peu en deçà en tout cas des prévisions de revenus, quoi. Dans la progression de l'entreprise, moi mon prévisionnel initial, le rythme de croisière de l'exploitation, c'était de produire sur 600 mètres carrés de parc d'élevage pour sortir à peu près 120 000 escargots par an. Donc ça, c'était monté en se disant, on cuisine l'intégralité de la production, ce qui nous fait à peu près 10 000 douzaines par an, et ça amène un chiffre d'affaires qui permet de dégager un revenu. La première année, quand je suis sorti de formation, donc la récolte 2012, j'avais 400 mètres carrés de parc, j'ai produit 80 000 escargots. J'ai tout commercialisé en moins d'un an, donc j'ai pas fait l'année complète, sachant qu'en escargot on fait une récolte par an en septembre-octobre. Donc j'ai pas pu aller jusqu'en septembre l'année suivante, j'en avais plus dans l'été. L'année suivante, 2013, j'ai produit 120 000 sur 600 mètres carrés. Donc j'étais à mon rythme de croisière prévisionnel. Ça c'était en 2013. Et 2014, comme en 2013 on n'a pas eu assez d'escargots non plus, en 2014, on a augmenté les parcs, on est monté de tête à 800-850 mètres carrés et on a produit 180 000 escargots. 2015, on avait 1000 mètres carrés et on a produit aux alentours de un peu plus de 200 000 escargots. C'était pas une super année, à cause de la sécheresse, on a eu pas mal de mortalité. Et cette année, 2016, on est à 1600 mètres carrés et on produit plus de 300 000 escargots. Donc par rapport au prévisionnel, on est quasiment à 3 fois ce qui était prévu. Je suis jeune, on est tous pareils, on aimerait bien avoir des beaux tracteurs plein la cour, d'avoir des bâtiments, vous voyez, on a des vieux bâtiments pour les bêtes, d'avoir des robots de traite, d'avoir tout ça, c'est génial, ça fait rêver. Mais à mon avis, il faut se mettre en face de la réalité. Et aujourd'hui, économiquement, si on ne fait pas attention à toutes ces choses-là, et qu'on est trop dépensier, ou on veut, enfin, je pense que c'est l'élément d'échec qui arrive le plus vite. Dans une tendance économique aussi basse, peut-être qu'on sera obligé de faire des choix assez draconiens, peut-être qu'on sera obligé de rassembler, de regrouper des assolements avec d'autres voisins, peut-être qu'on sera obligé d'absolument baisser nos charges. On va essayer de garder notre cap comme on le pense, c'est-à-dire grossir légèrement la structure
Mais ce qu'on aimerait, c'est essayer de pouvoir vivre de nos produits sans devenir une firme internationale, sans devenir énorme. L'objectif principal qu'on s'est fixé, c'est dans la mesure du possible de ne pas amputer notre salaire, notre revenu mensuel. Parce que bon, il ne faut pas oublier qu'au-delà de la passion, ça reste un métier. Et franchement, il faut vraiment essayer de faire en sorte de privilégier le revenu mensuel plutôt que des investissements inutiles. Disons que le prévisionnel était assez haut en termes de chiffre d'affaires à réaliser. Aussi parce qu'on a prévu pas mal d'achats d'équipements qui sont dans le prévisionnel. On ne savait pas où aller à la base, donc on avait prévu des choses au cas où, comme on dit. Si on a besoin de les faire, il fallait qu'ils soient dans le prévisionnel pour avoir un financement, pour avoir des aides pour le financement. Là, avec le recul, je pense qu'il y a beaucoup d'investissements que je ne vais pas faire. Et donc du coup, je n'ai pas besoin de réaliser un aussi gros chiffre d'affaires. Comme je leur dis souvent, c'est que je pense que dans un premier temps, je vais avoir besoin d'eux, clairement, parce que on va dire que j'ai encore besoin aussi, malgré tout, de formation, tout en commençant à prendre les rênes de la ferme, mais qu'ils soient là aussi en contrôle, à dire, qu'ils soient en capacité de me dire, là, t'es en train de faire une bêtise, quoi. Mais par contre, que le jour où j'ai décidé de faire quelque chose dans ce sens-là, qu'ils soient en capacité aussi d'accepter, pour que je fasse mes propres expériences et surtout que je fasse mes propres erreurs, parce que je ne pourrais jamais apprendre de quelqu'un qui me dit non, il ne faut pas faire ça comme ça, il faut le faire comme ça. Moi, tant que je ne l'ai pas testé, il faut que je vois des bêtes des fois mourir d'un mauvais diagnostic pour que je comprenne qu'il ne faut pas faire comme ça. Et si je suis juste le diagnostic de quelqu'un et que je ne comprends pas les symptômes, je vais toujours avoir besoin, on va dire, d'eux comme béquille. Je vois leur rôle clairement comme une aide au départ. Après, je ne les vois pas non plus comme des salariés gratuit. C'est-à-dire que voilà, j'ai pour but aussi que eux puissent prendre du temps au fur et à mesure qu'ils se libèrent de la ferme, parce que je veux dire, ils ont aussi travaillé une bonne partie de leur vie, donc maintenant ils ont besoin aussi de faire ce qu'ils ont envie. Après, je pense que la relation, je la vois aussi dans le côté, le jour où on a envie peut-être de prendre un week-end de congé, de prendre une semaine de congé, et peut-être voilà, s'ils ont la possibilité au moins de surveiller, et que nous on soit assez intelligents pour ne pas les prendre dans les grosses périodes de travail, voilà, c'est que ce lien puisse s'instaurer. Et aujourd'hui, il y a plus de demandes pour l'escargot fermier français que d'offres, en tout cas dans mon secteur. Donc on peut se permettre sans problème d'accueillir des nouvelles personnes et de leur dire mais venez, installez-vous, il y a du potentiel. Voilà. Après, sur la partie commerciale, donc pendant mon année de formation, mon diplôme, j'ai fait une étude de marché. Donc il y a eu un calcul de zone de chalandise qui a été fait avec le CERD, donc le Centre d'études et de ressources sur la diversification, qui m'a aidé à estimer le potentiel dans la population autour de chez moi. Et puis après, j'ai fait une étude de marché sur le marché des Halles de Dijon, donc avec des questionnaires où je suis allé à la rencontre des gens pour essayer d'identifier le besoin, les envies d'escargots. Et là, ce qui était assez rigolo, c'est que, vous voyez, hein, ces gens avec les questionnaires dans les rues qui vous interpellent, et comme la plupart du temps, les gens font « non, non, merci, j'ai pas le temps ». Sauf que quand j'ai interpellé les gens en disant « est-ce que vous auriez 2 minutes pour répondre à un petit questionnaire ?» Bon, non, non, j'ai pas le temps. Ça parle d'escargots, et là, les gens se retournaient « ah bon ? L'escargot, mais qu'est-ce que vous voulez savoir sur l'escargot ?» Et on voit bien qu'on est quand même dans une région où ça interpelle l'escargot, et c'est tellement atypique et peu courant que quand on parle d'escargot, tout de suite ça intéresse les gens. Et c'est ce qui fait qu'on a un potentiel ici en Bourgogne, parce que les gens ont cette culture de l'escargot. Bon, il y a aussi du monde, hein. Il y a un bassin de population qui est important, avec Dijon à côté, et on a l'habitude de manger l'escargot. Les touristes qui viennent ici, ils veulent voir souvent des vignes. Voilà. Donc j'ai cette chance géographiquement, et ça a joué dans mon installation, où je me suis dit, là où je suis placé, pour de l'escargot, il y a un potentiel. Il y a eu de nouveaux clients, il y a eu aussi des abandons, hein, je pense aussi liés au fait du changement. Par contre, j'ai toujours vu une progression, quoi. Depuis que je me suis installé, j'ai plus de demandes que je ne peux répondre. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de la demande, et je passe pas énormément de temps en commercialisation, quoi. Bien que je fasse de la vente directe.
Les ruraux, c'est pas le gros de la clientèle. Donc il faut aller dans les villes, ou enfin même les petites villes. Hein. Moi je vais à Grès et à Champlit. Et là on a de la demande sur des gens qui ne peuvent pas faire de jardin, quoi. Le fait d'avoir repris une exploitation déjà en marche, eh ben, en fait j'étais pris dans l'engrenage, il fallait produire directement pour une assez grande quantité de paniers. Et en fait ça ne m'a pas laissé beaucoup de temps pour mettre en place vraiment l'installation comme je le souhaitais. Je reprends le cas de l'irrigation, j'ai encore jamais eu le temps de la mettre, alors que ça aurait été nécessaire, quoi. Peut-être qu'avec du recul, j'aurais peut-être pas accepté autant de paniers, un peu moins de clients, et puis faire peut-être moitié moins, faire plus progressivement, quoi. Et puis après, l'avantage du GAEC, c'est le temps libre, c'est que nous on a un week-end sur 2, on se libère une semaine, 15 jours de vacances par an, plus beaucoup de jours par-ci par-là, enfin des après-midi, on est chacun avec des responsabilités extérieures, les 3. Et puis c'est le partage des responsabilités, le partage du travail. C'est vrai que les grosses journées, les coups de bourre, on les digère un peu mieux que si on était tout seul. On n'a pas le souci de se dire il me faut de la main-d'œuvre extérieure, je vais demander à un voisin machin de venir m'aider. On arrive quand même à se débrouiller à 3. C'est vrai qu'à 3 on a quand même du boulot les grosses journées. C'est autre chose que tout seul, quoi. Voilà. Puis après j'étais quand même un peu jeune, je me voyais mal aussi jeune. Reprendre, ça fait, il faut quand même avoir un minimum d'expérience, je pense. Si j'avais dû reprendre tout seul, j'aurais refait quelques années de salariat derrière, ou j'aurais peut-être fait une licence en apprentissage quelque part. Voilà, quoi. J'ai la chance en fait de pouvoir, on va dire, reprendre une ferme à taille humaine, c'est-à-dire d'une centaine d'hectares que je pense on peut gérer avec une seule personne. L'avenir, c'est pas forcément de se réagrandir, c'est surtout comment on peut faire de la plus-value avec ce qu'on a et réussir à faire de l'agriculture intelligemment, à développer l'autonomie pour dépendre, on va dire, le moins possible de l'extérieur. Parce que si on n'est pas autonome en aliments, si on n'est pas autonome en fourrage, forcément on dépend des fluctuations. Et on se rend compte qu'en agriculture, les paysans n'ont plus du tout la main sur les fluctuations des marchés. Je pense réellement qu'il y a comme je disais, les consommateurs ont un vrai besoin de savoir ce qu'ils mangent, de comprendre comment les animaux sont élevés, même comment ils sont abattus, de recomprendre toute cette chaîne-là. Et pour moi, par la vente directe, c'est ce qui permet de recréer ce contact avec le consommateur. En agriculture, il y a un besoin de retourner vers le consommateur et du coup, il y a beaucoup de choses qui me poussent aussi vers la vente directe pour ça, pour se réapproprier vraiment la commercialisation et la commercialisation de ces produits. Les revenus du foyer vont globalement être divisés par 2, mais c'est ce que je dis aussi souvent, c'est qu'il y a aussi toutes les externalités positives du métier d'agriculteur, c'est-à-dire qu'effectivement, on gagne beaucoup moins, mais d'un autre côté, on a envie de manger de l'agneau, on prend un agneau chez nous, on a envie de porc, il est ici. Donc c'est aussi toute une somme de choses qu'on ne dépense pas. On a besoin de se chauffer, on va faire du bois. Enfin, c'est tout ça qu'on ne prend pas forcément en compte. Et après, c'est surtout aussi une autre qualité de vie. Alors, les côtés inconvénients, c'est forcément les astreintes, c'est forcément quand on a envie de partir telle semaine en vacances, c'est pas sûr. Je pense qu'il faut trouver la bonne organisation. Je ne dis pas que c'est facile, parce que le grand a 15 ans, mais la petite a 3 ans et demi. Bon, j'ai la chance que mon mari soit conciliant et puis accepter mon installation. C'est lui du coup qui gère. Et puis maman habite à côté de chez moi, donc c'est elle qui gère aussi. J'ai la chance d'avoir des personnes, même mon beau-père m'aide aussi, donc c'est vrai que j'ai cette chance-là. Je pense que si je n'avais pas eu ça, j'aurais peut-être pas je me serais organisée autrement, quoi, mais ça aurait été beaucoup plus compliqué. Enfin voilà, on le savait, hein, mais c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué. Donc moi au quotidien, j'essaye de dire, bon allez, comment je pourrais faire demain pour travailler peut-être un peu moins, donc ça on y réfléchit en permanence quand on voit les heures de travail qu'on fait. Tant pis, on se dit, moi je me dis, même si on ne fera pas le chiffre d'affaires qu'on a prévu sur le prévisionnel, il y a d'autres choses qui sont plus importantes, quoi. Je ne m'étais pas imaginé la charge de travail, je pense, même si je suis prêt à la faire, mais de ce que ça pouvait impliquer peut-être dans la vie familiale, ouais. Compromis, c'était de vivre chez mes parents un peu plus longtemps, en attendant de finir les travaux. Voilà. Eux aussi ont dû le faire, ce compromis-là. La concession principale, ça a été la vie de famille, le contexte privé, entre guillemets. Parce que c'est vrai que c'est quand même des sacrifices, il a fallu quand même expliquer aux enfants, voilà, quand période de vélage, je pense que c'est le plus gros sacrifice, je pense, que j'ai fait. Enfin, moi en tant que femme, hein, parce que c'est vrai qu'un homme, c'est différent, c'est pas pareil.
Voilà. Mais bon, je regrette pas et puis voilà, après j'espère leur laisser quelque chose.